Bon, là, on aborde la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, deuxième crise épouvantable après la crise économique. Donc, c'est un moment encore là, c'est difficilement vécu aux États-Unis. C'est une période encore de privation. Donc, si on regarde la Deuxième Guerre mondiale et la crise économique ensemble, ça fait une période d'une quinzaine d'années euh, de vie, de conditions de vie un peu différentes. Donc, la guerre, on le sait, commence en Europe, ça va commencer par l'invasion de la Pologne par les Allemands, c'est le 1er septembre 1939. Et là, à partir de ce moment-là, la question, c'est que vont faire les États-Unis? Bon, c'est la France, l'Angleterre et ainsi de suite vont entrer en guerre, mais aux États-Unis, la question qui se pose, c'est que doivent faire les États-Unis? Le président Roosevelt est très conscient que les États-Unis vont devoir jouer un rôle dans cette guerre-là, mais là, à ce moment-là, aux États-Unis, il y a un fort courant isolationniste. Plusieurs pensent que la Première Guerre mondiale a été une erreur et que les États-Unis ne doivent pas s'engager à nouveau justement dans les affaires européennes. Donc, plusieurs pensent qu'il faut d'abord se concentrer justement sur les affaires intérieures, sur le développement économique, mettre un terme à la crise. Aussi, ce qu'il faut constater, en 1939, c'est que les États-Unis, l'armée américaine, elle est redevenue une armée assez moyenne. Il y a relativement peu de soldats qui sont sous les drapeaux. Les États-Unis aussi ne disposent pas d'une marine de guerre très importante. Après la Première Guerre mondiale, on avait continué beaucoup à se fier à la marine britannique pour protéger, par exemple, les convois marchands américains. Donc, les États-Unis ne sont pas prêts à entrer en guerre. Mais comme je l'ai dit, le président, lui, il conçoit, il voit bien que, d'une certaine manière, il va devoir justement jouer un rôle dans cette guerre-là. Surtout quand on voit la vitesse à laquelle les Allemands vont prendre contrôle du continent européen et qu'éventuellement, à la fin de 1940, essentiellement, il n'y a que l'Angleterre qui résiste encore à l'Allemagne. Le président Roosevelt, d'une certaine manière, on pourrait le dire, on pourrait le voir comme ça, a les mains liées. Donc, ce sentiment isolationniste avait fait en sorte qu'au Congrès, on avait adopté des lois, ce qu'on appelle les lois de neutralité. Donc, en 1935, on avait interdit aux États-Unis que le gouvernement américain ne pourrait pas vendre des armes à des pays en guerre. En 1937, on en avait rajouté une couche, on avait interdit aux Américains de voyager sur des navires appartenant à des pays en guerre. Petite victoire en 1939, quand la guerre éclate, on a réussi à faire passer la loi Cash and Carry, c'est-à-dire que les États-Unis pourraient vendre des armes à des pays belligérants, mais si ces pays-là payent comptant et viennent chercher la marchandise aux États-Unis. Donc, on veut absolument éviter que les États-Unis s'en mêlent finalement dans cette espèce de toile d'araignée qu'est la politique européenne. Chose assez extraordinaire, donc les États-Unis ne sont pas encore en guerre, mais en 1940, c'est une année électorale et le président Roosevelt fait quelque chose qui n'était jamais arrivé à ce moment-là dans l'histoire des États-Unis, décide de se présenter pour une troisième fois. Donc, c'est la première fois qu'un président qui a fait deux mandats demande aux Américains de lui confier un troisième mandat. Il n'y avait rien sur le plan constitutionnel qui empêchait un président de le faire. C'est simplement que c'était pris justement une habitude qu'un président américain faisait deux mandats seulement. Mais là, donc, pour la troisième fois, Roosevelt fait valoir aux Américains, on est encore en situation de crise, crise économique, mais il y a également une crise mondiale qui menace les États-Unis. Donc, il dit, je suis en place. Donc, on ne change pas finalement les chevaux quand on à mi-chemin. Donc, il dit, je veux mener justement les États-Unis, continuer à mener les États-Unis à travers cette crise-là. Il dit, mon gouvernement a fait de bonnes choses et je veux continuer. Il doit faire à ce moment-là face à ce qu'on appelle, mais en fait, il y a un mouvement qui se crée, qui n'est pas nécessairement sans rappeler ce qui se passe présentement, ou en tout cas depuis quelques années, un mouvement qui s'appelle America First. Donc, autrement dit, s'occuper uniquement des affaires américaines et laissons faire le reste du monde. Les États-Unis doivent se désengager le plus possible de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Bon, ce mouvement-là va faire quelques avancées ici et là, va organiser des rallyes à différents endroits pendant la campagne de 1940, mais essentiellement, Roosevelt va réussir à se faire réélire pour donc une élection quand même historique en 1940 pour une troisième fois et va remporter la victoire haut la main contre le candidat républicain qui s'appelle Wendell Willkie. Donc 449 votes de grands électeurs contre 82 et quand même donc environ 5 millions de votes de plus pour le président Roosevelt. Donc c'est quand même une élection. Puis une fois réélu,
Là, Roosevelt ne se cachera plus. Il va montrer ses sympathies pour justement l'Angleterre. Il va montrer ouvertement aux Américains que l'on doit aider l'Angleterre le plus possible. Dans un discours le 29 décembre 1940, donc tout juste après sa réélection, Roosevelt va annoncer que les États-Unis doivent justement devenir l'arsenal de la démocratie. Comme les États-Unis, comme le territoire américain n'est pas affecté par la guerre, il faut mettre toutes les ressources, il faut mettre toutes les ressources justement de cette production industrielle pour aider l'Angleterre et éventuellement réussir à déloger euh, l'Allemagne et les Japonais. Donc, c'est un discours que les Américains vont vraiment euh, comprendre d'une certaine façon. L'autre chose qu'il va réussir à faire adopter en 1941, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, c'est la loi Land-Lease. Donc, c'est la loi qu'on pourrait traduire en français par la loi pré-bail. Essentiellement, ce que dit Roosevelt, c'est que quand la maison de ton voisin est en train de brûler, tu ne vas pas négocier justement le montant d'argent pour y prêter ton boyau d'arrosage. Donc, l'idée, c'est que par cette loi-là, l'Angleterre peut venir chercher des produits américains et payer plus tard. On verra, on réglera la facture plus tard. Donc, c'est un pas de plus vers la guerre, définitivement. Aussi, ben là, évidemment, ben, ce qui va se produire, ben, ce que pensait, en fait, ce que Roosevelt prévoyait qui était pour arriver, est arrivé finalement à la fin de 1941, c'est-à-dire que le Japon va venir attaquer les États-Unis. De quelle manière? Ben, c'est que quand même, depuis un bout de temps, on voit venir les Japonais. Et que, comme je vous l'ai dit, Roosevelt veut préparer son pays à la guerre le plus possible parce il voit poindre justement cette menace japonaise. Donc, un autre pas vers la guerre se déroule, donc ça c'est au mois d'août 1941, pendant 3 jours, du 9 au 12 août 1941. Euh, Roosevelt et Winston Churchill, le premier ministre britannique, vont se rencontrer secrètement à bord d'un navire au sud de Terre-Neuve, en pleine Atlantique. Et là, ils vont discuter justement, ils vont essayer de définir c'est quoi les buts de guerre des démocraties, puis on va commencer même à penser à ce que devrait être le monde après la guerre. Donc, le document qui sera signé par les deux hommes d'État, c'est ce qu'on va appeler la Charte de l'Atlantique. Ça définit, comme je disais, les buts de guerre des démocraties. Et là, ça va vraiment sceller justement une espèce d'alliance entre les États-Unis et l'Angleterre et commencer à mettre sur pied une espèce de stratégie qui a pour but de défaire justement l'Allemagne nazie et voire même commencer à penser à ce qui se passe dans le Pacifique. Parce que c'est ce qui inquiète de plus en plus, comme je le disais, les Américains, c'est de voir de quelle manière, à quel point les Japonais ont réussi à prendre place dans le Pacifique. Depuis le début du 20e siècle, le Japon euh, avance l'idée de créer une ère de coprospérité entre les différents peuples asiatiques, afin d'écarter justement tous les Occidentaux qui sont là, tous les Occidentaux qui exploitent les ressources de cette région-là, de l'Asie du Sud-Est. Et là, ben, graduellement, les Japonais, on le voit ici avec la carte, vont commencer à étendre leur influence de plus en plus. Les Japonais, évidemment, ils ont besoin de ressources, ont besoin de matières premières pour alimenter leur industrie. Et que, ben, c'est ce qu'on va voir. Graduellement, les Japonais vont prendre place. Et le plan, justement, des Japonais, c'est d'écarter le plus possible les Américains des Américains et les autres forces occidentales, c'est-à-dire l'Angleterre et la France essentiellement, d'une zone qu'ils trouvent qui devrait leur appartenir. Déjà à la fin des années 1930, les Américains avaient imposé un embargo contre le Japon, c'est-à-dire qu'on avait cessé l'exportation de pétrole vers le Japon, on avait cessé l'exportation d'acier et d'autres ressources vers le Japon comme ça, parce qu'on voit déjà la menace japonaise, en tout cas d'un point de vue américain, on voit déjà la menace japonaise dans le Pacifique. Donc, tout ce que le président Roosevelt avait pensé, donc, se concrétise le 7 décembre 1941, c'est-à-dire qu'il y a un raid, donc ce sont des avions japonais qui vont venir bombarder la base navale très importante américaine qui est à Pearl Harbor, donc c'est dans l'archipel des îles d'Hawaï. En l'espace de quelques minutes, je vous dirais, c'est une attaque surprise. Bien évidemment, c'est une bonne partie finalement du matériel de guerre américain qui va être détruit sur l'île. Pas complètement, par exemple, évidemment, mais quand même, donc c'est une attaque surprise qui va faire mal. C'est plus de 2500 morts, ça va vraiment frapper l'imagination des Américains quand les images vont commencer à apparaître. C'est la première fois depuis finalement la guerre de 1812 que le territoire américain est attaqué de cette façon-là. Donc, évidemment, à ce moment-là, les sentiments isolationnistes vont disparaître et que bon, ça va permettre aux Américains de se rallier
derrière le président, et là, justement, de mettre en place un effort de guerre afin de riposter. Donc, le 7 décembre, les États-Unis sont attaqués, oui, mais le 8 décembre, là, le président Roosevelt se rend au Congrès et va s'adresser aux représentants et aux sénateurs, va prononcer sa phrase célèbre, le 7 décembre 41, It's a day which will live in infamy. Euh, donc, il va essentiellement dire il faut déclarer la guerre. On ne peut pas justement se laisser faire de cette manière-là. Donc, les Américains déclarent la guerre et à l'Allemagne et au Japon, évidemment l'Italie aussi, dans ce cadre-là. Et là, ben, c'est toute la machine de guerre américaine qui va se mettre en place. Donc, avec des effectifs, comme je vous l'ai dit, mal préparés, maintenant, les États-Unis s'engagent à faire une guerre sur deux fronts, ce qui n'est quand même pas rien. Première chose, la priorité, dès le début de 1942, la priorité pour le président des États-Unis, c'est de mobiliser la machine de production américaine. C'est vraiment ça. Avant même de penser, ben, c'est sûr qu'on prépare tout en même temps, de façon concurrente, mais l'important, c'est de relancer justement l'industrie américaine afin de fournir du matériel à l'effort de guerre. Donc, évidemment, il y a des millions de chômeurs aux États-Unis qui sont prêts à travailler. Et là, ben, le président Roosevelt va mettre sur pied ce qu'on appelle le Victory Program. Donc, c'est une espèce de programme de dirigisme économique où le gouvernement des États-Unis va prendre en charge tous les aspects de l'effort de guerre. Entre 1941, bon, je dirais 42 et 44, la production mensuelle, elle est immense. Donc, en moyenne par mois, on est capable de produire plus de 68 000 avions, 90 000 chars, des barges de débarquement au nombre de 65 000 par mois, 1200 navires par mois. Donc, c'est l'immense machine de production américaine qui va commencer justement à faire changer le cours justement du déroulement de cette guerre-là. Et là, bien évidemment, on va produire avions, on va produire des tanks, et là, surtout, on va mettre sur pied un programme de propagande pour encourager justement tous les Américains à se lancer dans cet effort de guerre-là. Donc, c'est un effort de propagande qui vise évidemment les jeunes hommes à s'enrôler dans l'armée, mais également un programme de propagande qui vise à mobiliser justement l'effort, les travailleurs industriels afin de travailler sans relâche, afin justement d'alimenter cet effort de guerre-là. Donc, tout un programme qui est quand même intéressant. Tout ça, justement, comme je vous disais, pardon, placé sous la direction du Victory Program. Et donc, on incite tous les Américains à travailler de façon diligente afin de faire avancer justement la cause de la guerre. Cet effort de production industrielle est placé sous la direction du War Production Board. Donc, c'est un organisme gouvernemental et qu'on essaye de justement de. Ce qui est très intéressant, ben, c'est qu'on va. Toute cette production-là va mettre un terme d'une certaine manière à la crise économique. On retourne au plein emploi et on va encourager, comme vous l'avez vu aussi par certaines images, on va encourager les femmes à entrer sur le marché du travail. Comme je disais, le gouvernement américain va essayer de contrôler tous les aspects de la guerre et en ce sens-là, on va créer les Office of War Information. Donc, littéralement un organisme de propagande pour justement comment je pourrais dire, promouvoir l'unité nationale, promouvoir le patriotisme et mettre en valeur justement différents aspects. Par exemple, on va littéralement enrôler les grandes vedettes d'Hollywood afin qu'elles puissent faire des films qui seront présentés dans les différentes salles de cinéma qui vont faire la promotion du patriotisme américain. Comme on le voit ici, un film qui s'appelle Combat America avec Clark Gable, qui était probablement une des grandes vedettes de cinéma durant les années 1930. On va aussi, d'une certaine manière, conscrire le monde des comic books. Donc, c'est Superman, Batman et Robin qui vont faire la promotion du patriotisme américain. Pardon. On va également mettre beaucoup en valeur l'effort de certaines grandes vedettes sportives. Joe DiMaggio, joueur vedette des Yankees de New York, va passer essentiellement sa guerre. Il ne verra pas vraiment de combat. Il va passer la guerre, lui, à se promener de base en base dans le Pacifique et à jouer des matchs de baseball afin de remonter le moral des troupes. C'est ce que fait The Office of War Information. On va souligner l'effort, par exemple, de Hank Greenberg,
une vedette des Tigers de Détroit, qui est juif et que lui, dès que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne, ben, il va considérer, en fait, il va troquer littéralement son uniforme de baseball pour un uniforme de soldat et va aller se battre en Europe. Même chose pour Bob Feller, dès que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne au mois de décembre 41, va abandonner son uniforme de baseball et va s'enrôler dans la marine. Et il va avoir énormément de combats. Même chose pour Ted Williams, grande vedette des Red Sox de Boston, qui lui va s'enrôler dans l'aviation et va devenir un héros de guerre littéralement. Il va mener des combats pendant justement la Deuxième Guerre mondiale et également, après ça, se réenrôler pendant la guerre de Corée. Donc, The Office of War Information est là pour montrer justement aux Américains que même des grandes vedettes sont prêtes à appuyer l'effort de guerre et que tous les Américains devraient faire la même chose. L'Office of War Information est également là. C'est un organisme de censure pour essayer de cacher d'une certaine manière certains aspects les moins jolis de la guerre, afin justement de préserver, disait-on, l'unité nationale. Donc, ce que fait the Office of War Information, ben, va limiter les informations, par exemple, en ce qui a trait à la formation de camps de camps de Japonais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début de la guerre, il y a une loi qui va être passée aux États-Unis qui va forcer l'internement de tous les Américains d'origine japonaise. Donc, on va littéralement les arrêter, les dépouiller de tous leurs biens et on va les entasser dans des camps. Donc, tous ces Américains d'origine japonaise vont passer la guerre dans des camps placés à différents endroits, en Californie et à d'autres endroits, mais donc ils seront privés de toute leur liberté civile, ce qui est quand même assez curieux dans un pays qui se dit ouvert à tous d'une certaine manière. Donc ça, The Office of War Information va limiter la diffusion d'images comme celle-là à travers les États-Unis. De la même façon qu'on va cacher énormément aussi, puis ça, c'est tout à fait consécutif à ce qui s'est passé dans les années 1920-1930, un mouvement nativiste, le mouvement America First en était un des grands propagateurs, mais évidemment cacher toutes les tensions raciales qui peuvent exister aux États-Unis. Et ça, ben, The Office of War Information va limiter. On ne verra pas beaucoup d'images de ce qui s'est passé, par exemple, à Détroit en 1942, où il y avait des manifestations d'Afro-Américains en fait, qui réclamaient justement un meilleur respect des droits civils. Il y aura des émeutes à Détroit, et ça, c'est le genre de truc dont on n'entendra pas souvent parler pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que The Office of War Information exerce une censure sur le sur le sur l'information. Bon, et maintenant, évidemment, comme je le disais, un des problèmes pour les États-Unis qui s'engagent dans la guerre, ben, c'est de mener une guerre sur deux fronts. Euh, D'abord, ben, le front Pacifique. Bon, il faut commencer avec quelque chose. Le front Pacifique. Évidemment, tout a commencé avec l'attaque de Pearl Harbor, donc à Hawaï en 1941. Et après ça, ben, la stratégie adoptée par les États-Unis, c'est d'essayer évidemment de repousser les Japonais. Et à ce titre-là, il y a une bataille importante qui se déroule seulement 6 mois après Pearl Harbor. C'est à Midway. Donc, c'est un signe qui nous montre que, les Japonais n'avaient pas tout détruit le matériel américain à Pearl Harbor. Et deux, ben, ça nous montre aussi que les Américains sont capables de produire beaucoup. Et que là, cette bataille navale qui aura lieu le 4 juin 1942, ben, c'est qui va tourner à l'avantage des États-Unis. C'est-à-dire qu'on va réussir à repousser et à couler beaucoup de navires japonais. Et ça ouvre la porte à la stratégie qu'on pourrait peut-être qualifier de saute-mouton. C'est-à-dire essentiellement, à partir de 1942, ben, les États-Unis vont essayer de reconquérir une à une les différentes îles qui étaient occupées par les Japonais depuis les années 1930. Donc, ça va être une guerre qui va être extrêmement pénible, qui va être extrêmement difficile, qui va se dérouler dans des conditions difficiles, notamment pour ces soldats américains qui ont été justement faits prisonniers par les Japonais aux Philippines et qui vont passer, ben, beaucoup d'Américains vont mourir, mais il y en a beaucoup qui vont passer la guerre justement dans des conditions assez pénibles, dans des camps d'internement japonais. Donc, la stratégie, comme je le disais, c'est celle du saute-mouton, reconquérir une à une les îles occupées par les Japonais. Et ça, ben, les Américains vont réussir à le faire par justement les immenses porte-avions qu'ils sont capables de construire. Et donc, c'est d'aller bombarder et éventuellement effectuer des débarquements sur ces différentes îles. Les conditions de combat sont assez difficiles, assez pénibles, ne serait-ce que le climat tropical qui va faire en sorte que beaucoup de maladies qui vont frapper les soldats, mais aussi c'est que les différentes îles sur lesquelles on va se battre, ben la géographie rend la reconquête de ces îles-là très, 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 très pénible.
Bon, tout ça est placé, toute cette reconquête du Pacifique est placée sous la direction du général MacArthur, qui était en charge des troupes américaines aux Philippines et qui avait dû s'enfuir quand les Japonais ont débarqué. Et que là, ben, c'est sous sa commande, justement, que la reconquête du Pacifique va se faire. Une des images les plus marquantes de la Deuxième Guerre mondiale, c'est cette photo qui a été prise. Ce sont d'un groupe de 5 soldats américains. Et je vous le rappelle, il y en a un de ces soldats là-dedans qui s'appelle René Gagnon, qui monte encore une fois la place qu'ont occupé les Canadiens français dans l'histoire américaine. Mais donc, ce sont des soldats américains en train de planter un drapeau américain au sommet d'une montagne sur l'île de Iwo Jima. C'est en 1944. Et cette image-là va devenir une espèce de symbole de rassemblement aux États-Unis pour justement appuyer encore une fois l'effort de guerre. Donc, la reconquête, elle se fait. Dès 1944, la ville de Tokyo commence à être bombardée par des avions américains. Donc, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de bombes qui vont tomber sur la ville de Tokyo. Donc, on voulait écraser finalement le cœur de l'Empire japonais et ça va provoquer, bien évidemment, des dizaines, voire peut-être même des centaines de milliers de morts simplement dans cette ville-là. Éventuellement, ben, la guerre, on le sait, dans le Pacifique va se terminer. La guerre contre le Japon va se terminer avec le largage de 2 bombes atomiques, une à Hiroshima, l'autre à Nagasaki. C'est en 1945. Et c'est ce qui va mettre un terme, justement, à ces combats-là dans le Pacifique. Le gouvernement japonais va se rendre et là, ben, c'est à bord d'un navire qui s'appelle le Missouri que la paix va être signée entre, en fait, que le Japon va se rendre aux Américains. Donc, au mois d'août 1945, la guerre est terminée dans le Pacifique. L'autre volet, évidemment, de la guerre, c'est ce qui va se passer en Europe. Donc, c'est des Américains qui vont évidemment alimenter l'Angleterre, mais l'idée, c'est justement avec la collaboration entre l'Angleterre, les États-Unis et à partir justement de 1942 de l'Union soviétique, qui est maintenant en guerre contre l'Allemagne, c'est d'établir un plan de reconquête de l'Europe. Donc, ça va se passer d'abord vers l'Afrique du Nord, où lui, les Américains et les Anglais vont effectuer des débarquements. Ils vont réussir à déloger les Allemands. Et ça, à partir de l'Afrique du Nord, bien, ça va permettre en 1943 un débarquement en Sicile, éventuellement un débarquement en Italie. Et c'est par là, justement, que les troupes alliées vont réussir à pénétrer en Europe. Il faut comprendre qu'en même temps, plus à l'est, il y a l'Union soviétique qui a stoppé l'avance allemande et commence graduellement à reconquérir du territoire. Fait que là, évidemment, ben, cette guerre-là se déroule dans des conditions complètement différentes de celles du Pacifique, des conditions qui sont parfois tout aussi difficiles, mais quand même, donc, la reconquête va se faire. Et le plan, justement, établi par les Alliés, c'est d'essayer de débarquer dans le nord de l'Europe. On va tenter un débarquement en 1942 sur la côte normande, dans la région de Dieppe. C'est un débarquement bon, ça va être un échec assez lamentable, mais dit-on, les forces alliées, les troupes alliées vont réussir à comprendre certaines de leurs erreurs. Et l'objectif, c'est de préparer un autre grand débarquement. Et ce sera celui qui aura lieu le 6 juin 1944. Donc, une immense opération donc, simplement sur le plan de la logistique. Et donc, c'est d'aller frapper des positions allemandes qui avaient construit justement des fortifications assez importantes le long de la côte normande. Mais on va réussir justement avec une mobilisation de l'aviation, de la marine. Donc, c'est tout une espèce d'immense plan et ça va permettre aux forces alliées de prendre pied en Europe. Donc, ils étaient déjà implantés en Italie. Maintenant, les forces alliées sont implantées dans le nord de l'Europe et l'objectif, d'encercler les Allemands, donc de les prendre dans un étau. Et donc, ça va être une campagne assez difficile, mais qui va être quand même couronnée de succès. Euh, donc, ce sont ces images-là bon, qui sont très. En fait, c'est un débarquement qui n'est pas évident. Ça va se faire sous le feu nourri, justement, d'Allemands qui sont installés, qui sont bien retranchés derrière leurs fortifications. Mais les bombardements qui viennent des cuirassés le long de la côte normande, des cuirassés alliés, et évidemment, la couverture aérienne va faire en sorte que les Alliés vont réussir, comme je le disais, à prendre pied sur la côte normande et amorcer le processus de reconquête de l'Europe. Éventuellement, une fois bien installé en Europe, puis là, ben, de toute façon,
le processus avait déjà été amorcé dès 1943. Les grandes villes allemandes étaient déjà bombardées constamment par l'aviation alliée. Ben là, éventuellement, ben, ces villes-là, ben, ils vont commencer à être durement touchées. Le cœur industriel de l'Allemagne est durement touché. Et là, ben, ça va faire en sorte que les Allemands ne seront plus en mesure de se défendre et que éventuellement, ben, ce sont les Soviétiques qui vont réussir à pénétrer à Berlin en 1945 et mettre un terme justement à la guerre en Europe. C'est donc le 7 mai 1945. Donc, c'est l'Europe qui va revivre, c'est la France qui va être libérée et ainsi de suite. Donc, la guerre se termine de façon bon, heureuse pour la cause alliée. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Roosevelt, lui, il pense déjà à l'après-guerre. Même quand il a rencontré Churchill au sud de Terre-Neuve en 1941, il pensait déjà à l'après-guerre et Roosevelt cherche à établir une paix durable et que c'est pour ça, quand il va rencontrer Staline à Yalta en 1945, va faire des concessions justement à l'Union soviétique afin justement qu'après la guerre, ces deux grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis, puissent justement collaborer d'une certaine manière afin de rebâtir efficacement l'Europe. C'est à Yalta en 1945 qu'on va séparer l'Allemagne en quatre zones d'occupation, la zone française, la zone anglaise, la zone soviétique, la zone américaine, de la même manière qu'on va diviser la ville de Berlin de la même façon. Bon, vous me direz, ça va amener des problèmes ultérieurement, mais pour l'instant, pour Roosevelt, afin justement d'assurer justement un développement durable, lui il se dit de cette manière-là, il y a des zones qui sont contrôlées bon, par les Américains, par les Anglais. L'objectif de Roosevelt ben, rejoignait peut-être un peu ceux de Woodrow Wilson à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire essayer d'établir une paix sans vainqueur, c'est-à-dire lui, Roosevelt, ce qu'il souhaite, c'est que dès la fin de la guerre, qu'on recommence à rebâtir l'Allemagne et de faire participer les Allemands à la reconstruction de l'Europe également. Bon, évidemment, Roosevelt n'aura pas le temps de voir tout ce qu'il voulait mettre en place parce que le 12 avril 1945, il meurt. Subitement, pourrait-on dire, mais en même temps, c'est un homme qui était usé physiquement, usé par 12 années de pouvoir, usé par 12 années durant lesquelles, ben, justement, les États-Unis ont dû passer à travers la crise économique et la Deuxième Guerre mondiale. Il venait tout juste d'être élu pour une quatrième fois. Et là, en fait, il se trouve malade et il décède donc quelques mois après sa quatrième réélection. C'est la consternation aux États-Unis. 300 000 personnes assistent à ses funérailles à Washington. Pour plusieurs Américains, c'est comme s'il était devenu l'incarnation de ce qu'étaient les États-Unis. Donc, c'est vraiment un choc très, très, très profond pour les États-Unis. Et évidemment, ben là, c'est toute la question, c'est celui qui le remplace. Le 12 avril 1945, à la Maison-Blanche, le vice-président Harry Truman prête serment comme président. Il va affirmer, mais en fait, il va écrire dans son journal intime cette journée-là, c'est comme si la Lune, les étoiles et les planètes étaient tombées sur moi. Il se décrit lui-même comme un Américain ordinaire, puis il dit c'est à un Américain ordinaire qu'incombe la tâche de résoudre des problèmes extraordinaires. Et dès ses premiers jours en fonction, ben là, écoutez, lui était vice-président, mais essentiellement, il n'était tenu au courant d'absolument rien. Et là, tout d'un coup, ben, il apprend l'existence d'un programme nucléaire américain. Il apprend des secrets d'État qu'il n'avait jamais pensé qu'il aurait pu connaître. C'est sous sa gouverne, évidemment, que la guerre se termine en Europe. C'est lui qui va donner l'ordre de larguer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki au mois d'août 45. C'est lui qui va aller rencontrer Staline à la conférence de Potsdam. C'est lui, donc, c'est lui finalement qui reçoit justement cette lourde tâche de mettre un terme à la guerre, mais surtout, la question qui se pose, c'est comment rebâtir le monde après justement cette espèce d'expérience assez terrible. C'est, comme je reprends ces mots à lui, c'est à un Américain ordinaire de résoudre des problèmes extraordinaires et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule.